quand je suis arrivé en France en avril 2009, je n'avais aucune idée d'écrire un jour une histoire dans un livre. L'idée de livre, personnellement, je n'avais pas d'idée d'écrire, mais c'est parce que entre-temps, j'ai eu pas mal de problèmes administratifs. Jusqu'à 2 ans, pendant 2 ans, j'étais dans un foyer, comment dire, l'ASE, aide sociale à l'enfance, parce que j'étais mineur. Voilà. Et après, une première refus de l'OFPRA et une deuxième refus à cause de foyer parce qu'ils n'ont pas respecté le délai, je me suis retrouvé dehors après 2 ans. Et en gros, j'avais rien. J'habitais au 115 pendant presque 2 semaines. Et à ce moment-là, quand les profs de mon ancien lycée, quand ils ont su que, par exemple, le soir, je dors au centre d'hébergement d'urgence et le lendemain, je suis toujours à l'heure à l'école, à ce moment-là, ça leur a choqué et en même temps, ils étaient très en colère contre moi en disant que pourquoi tu nous as pas prévenus de ces problèmes-là. Voilà, t'es jamais absent, t'es jamais... c'est une colère saine. En retard, voilà. Et à ce moment-là, moi j'ai dit, je suis désolé, mais pour moi, vous êtes prof, mais ça ne vous concerne pas, et en même temps, ce n'est pas de votre compétence de s'occuper de mes problèmes administratifs. Et à ce moment-là, ils ont fait une manifestation, tout le lycée, et j'ai rencontré Madame Mechler. Et comme je participais à toutes les activités culturelles du lycée que j'étais en bac pro, et pendant 3 ans, j'ai participé au prix littéraire des lycées professionnels. C'est vrai qu'au début, quand je lisais des livres, je comprenais pas beaucoup. Et au fil du temps, enfin, deuxième, troisième année, je comprenais plus que la première année, mais aussi dès la première année, j'ai participé au débat pour défendre les idées du livre, l'histoire du livre. Et en rencontrant les auteurs de ces livres, qu'un jour, la question que j'ai posée en disant est-ce que je peux écrire mon propre histoire parce que je viens d'Afghanistan, je suis réfugié en France et j'aimerais partager ce que j'ai vécu pendant 9 mois d'Afghanistan jusqu'en France. Pour vous répondre aussi à votre question de tout à l'heure, moi, je n'ai pas choisi la France. Quand j'ai quitté l'Afghanistan, mon premier souhait, c'était de trouver un abri en paix. Que ce soit l'Iran, la Turquie, la Grèce. Si vous voulez, moi, quand j'ai quitté l'Afghanistan, je ne connaissais même pas la France, à part la Tour Eiffel que j'entendais de temps en temps, ou dans les films que j'entendais qui disaient la France a du bon vin, mais le reste, très franchement, je connaissais absolument pas ni de la culture française, ni enfin de tout. Et le passeur, quand je suis arrivé à Paris, ils voulaient m'envoyer en Finlande. Ils m'ont dit que, écoute, tu regardes autour de toi à Gare de l'Est, il y a autant de monde qui n'ont pas de papier, ils sont dans une situation incertaine, et tu vas te retrouver comme eux. Et il y a des gens qui sont là depuis une année, ils n'ont rien, ils n'ont même pas d'abri. Ils dorment dehors, quoi. Et à ce moment-là, moi, je n'avais pas le choix, mais en même temps, si vous voulez, comme j'étais mineur, je choisissais pas souvent ce que je dois faire. Et dans ma culture afghane, en Afghanistan, quand les grands, enfin, par exemple, le responsable ils disent quelque chose, nous, on est presque obligés, culturellement, de l'accepter, ce que les parents ou les grands ils décident à notre place. C'est pour ça quand il m'a dit on va aller en Finlande, et je savais que quelque part c'est le souhait de mon oncle en Afghanistan, j'ai pas hésité et j'ai dit ok. Et à ce moment-là, quand il m'a fait sortir de Paris, il m'a laissé à Mulhouse. Au départ, je croyais que je suis en Allemagne. Et quand j'ai demandé aux gens, ils ont dit non, vous êtes toujours en France. Et voilà, je me suis retrouvé comme ça en France. Mais avant d'aller à Mulhouse, c'était un périple au moins de 9 mois, c'est ça, non? À peu près. Voilà, j'ai quitté l'Afghanistan
Ça par l'Italie, par la Grèce, par Normal. Après, par exemple, quand j'ai quitté l'Afghanistan, ça dépendait des pays. Dans certains pays, je suis resté un peu plus que les autres. Ça dépendait des périples où, quand les passeurs ils disaient c'est dangereux, on ne peut pas vous emmener. Nous, on est obligés d'attendre. Et quel est le rapport justement avec les passeurs? Si vous voulez, quand vous êtes un touriste, vous allez quelque part et vous avez besoin d'un guide pour vous faire découvrir la ville, et un passeur, c'est la même chose. Parce que personnellement, je ne connaissais pas les chemins, comment traverser les montagnes illégalement. C'était les passeurs qui nous faisaient traverser tous ces endroits-là. Mais c'est jamais gratuit. Jamais. Et parfois, ça peut être très dangereux, même mortel. Quand on a traversé comment dire, la mer de la Turquie vers la Grèce, on était dans un petit bateau pneumatique, à peu près 30 personnes. Il y avait une femme irakienne avec 2 fils jumeaux, et on est failli noyer parce que les courants et les vagues étaient tellement grands, et nous avec un petit bateau, et en plus personne ne savait nager. On n'avait que des petits gilets de sauvetage. Et en même temps, il faut rappeler aussi, c'est dit dans les livres, que toute votre famille a été anéantie en Afghanistan. Moi j'ai quitté l'Afghanistan parce que ma famille était massacrée. À cause de ça, les talibans ils voulaient m'embaucher pour que je travaille avec eux. Et la condition c'était, si je travaille avec eux, ils vont laisser vivre ma famille. Et si je refuse, ils vont massacrer toute ma famille. Moi, j'ai pas choisi de refuser ou quoi que ce soit. Et entre-temps, moi, j'ai quitté ma ville natale pour venir dans la capitale chez mon oncle pour un mariage. Et à ce moment-là, les talibans, ils ont massacré toute ma famille. Ils ont cru que mon père, il m'a sauvé. Et il a refusé que je travaille avec eux. Et vous restez la famille en Afghanistan? J'ai mon petit frère avec ma tante paternelle. Et depuis 6 ans, j'ai pas de nouvelles, malheureusement. J'ai fait des recherches auprès de Croix-Rouge française. J'ai rencontré pas mal de gens qui étaient en voyage en Afghanistan, mais malheureusement, en Afghanistan, c'est très difficile de rechercher les gens, mais aussi, si vous voulez, je ne peux pas faire confiance à n'importe qui. Parce qu'il y a des gens, ils sont super sympas, mais ça peut être, comment dire, faire tomber en danger ma famille là-bas. Quand vous voyez la situation en Afghanistan aujourd'hui, si vous voulez, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. Tout le monde peut tout le monde peut être corrompu, tout le monde peut être méchant, que ce soit de président jusqu'à n'importe qui. Mais en même temps, ce qui est important, ici vous êtes aperçu à Mulhouse, où vous êtes arrivé, qu'il a eu cet grand élan de solidarité. Donc c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire aussi pour vous. Je ne sais pas si vous attendiez à ça vous-même. Moi personnellement, si j'ai écrit le livre aussi, c'était quelque part rendre un hommage à toutes les personnes anonymes qui m'ont aidé sans vraiment connaître mon nom ou mon histoire. Dès que j'avais besoin d'aide, ils ont venu m'aider sans retour, si vous voulez. Et par exemple, pendant une année, j'étais pas prise en charge par l'État. J'étais hébergé chez une dame à Osenbach, et cette dame, elle m'a hébergé. Et en même temps, c'était une période très difficile pour héberger les étrangers illégalement. Et elle a pris le risque. Elle a dit je suis prêt à aller en prison, mais je vais t'héberger. Voilà. C'était l'époque du fameux délit de solidarité. Je crois qu'on n'a jamais inventé un nom pareil. Et à l'époque, c'est vrai que énormément de gens se sont déclarés en préfecture pour dire voilà, ben, je suis donc un délinquant, puisque j'aide une famille soit à recharger son téléphone, soit à habiter chez moi, soit je la fais travailler au noir parce qu'il n'y a aucun autre moyen. Et à l'époque, on se déclarait en préfecture en donnant son nom, son téléphone, son adresse, et en disant voilà, si cette famille a un problème, j'en suis responsable. Et ça veut dire que la solidarité existe quand même à travers des réseaux, à travers des gens. Et aujourd'hui, heureusement, elle se multiplie parce que plein de gens ont été touchés
par les images qu'on a pu voir à la télévision. Mais justement, heureusement, on n'abdique pas. Humainement, on n'abdique pas. Il y a des milliers, des millions de gens qui n'abdiquent pas. Mais j'aimais ça un peu en parallèle, peut-être je vais être un peu dur aussi. Eh bien, vous avez fait allusion tout à l'heure au discours qui a une grande prégnance sur la société française du Front National à tous les niveaux. Mais j'ai le sentiment des gens qui étaient censés aussi parfois défendre un certain nombre de valeurs aussi, qui abdiquent aussi. Et je pense aux partis qui font, c'est le spectre des partis qui doivent gouverner à un moment donné. On voit par exemple à Calais des discours, vous-même vous dites que c'est un discours surréaliste, de ceux qui sont représentés d'une certaine conception de la démocratie, conception aussi de l'engagement politique. Comment se fait-il qu'on ait abdiqué aussi politiquement, y compris des partis qui sont proches de vous? Oui, alors c'est vrai qu'effectivement, moi je suis engagé politiquement, hein, je suis toujours encore dans ce parti, hein, je le dis, je continue le combat en interne au sein du Parti socialiste, hein, mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai perdu mes repères par rapport à ceux qui prennent des décisions, hein, et que je suis extrêmement fâché par rapport à ce qui se passe actuellement, d'autant plus que tous les jours hein, amènent son lot de mauvaises nouvelles. Tout à l'heure en venant dans le train, je regardais mon iPhone où je recevais, comment dire, un message, d'ailleurs c'est un article aujourd'hui dans le Canard enchaîné, concernant effectivement la division par deux des indemnités aux réfugiés. À savoir que lorsqu'ils sont pris en charge dans les CADA, lorsqu'ils sont dans la procédure OFPRA, l'État qui cherche des économies partout, va faire des économies en 2016 sur le dos des réfugiés. À savoir qu'on va gagner, je ne sais plus, 30 millions, 100, 40, 50 millions d'euros sur le dos des réfugiés. À savoir qu'on divise par deux les allocations, les indemnités qui seront versées aux réfugiés. C'est proprement scandaleux parce qu'on sait très bien qu'on va précariser une grande partie de la population. Et donc quand on précarise des gens, forcément derrière ça a toujours des conséquences dont on ne mesure pas exactement jusqu'où ça peut aller. L'insécurité aujourd'hui, c'est aussi une insécurité économique. Quand on précarise des gens, derrière des conséquences, il faut forcément peut-être s'attendre à ce qu'il y ait des conséquences à un certain moment suite à ces mesures qui sont prises. Et c'est ce qui me fait effectivement aujourd'hui bondir par rapport aux mesures qui sont prises par le gouvernement. Je pense aussi qu'on n'a pas une position très claire et qu'on a à la fois un discours officiel et qu'on a effectivement un double langage sur ces questions-là. Et ce double langage, je l'ai rencontré également à Calais. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à la fois quand un ministre se déplace, eh ben, il ne dit pas exactement tout ce qu'il faut dire sur place quand on est ministre à Calais. On ne met pas en avant l'accueil, mais on met en avant d'abord la sécurité. Et derrière, on fait un discours pour les policiers, après on fait un discours pour les bénévoles. Oui, et puis en même temps, vous avez suivi également le scandale du déplacement des migrants de Calais qui coûte extrêmement cher par avion, par jet, 25 migrants dans chaque avion qu'on déplace dans les centres de rétention un peu partout en France. J'ai un des co-auteurs de l'ouvrage, Eric, était à Metz, est toujours à Metz encore ce soir, c'est pour ça qu'il n'est pas avec nous ici, m'a envoyé un message également hier en disant « Tiens, j'ai rencontré 50 Soudanais qui viennent de Calais et qui ont été hébergés d'un centre d'accueil à Metz. » Il dit c'est simple, vous lisez aujourd'hui ce que nous disent les associations qui effectivement suivent ces questions au niveau national. L'État a réparti par lot de 50 à Toulouse, à Metz et dans d'autres villes françaises un certain nombre